Bonsoir. Comment réfléchir sur le développement durable, sur l'environnement, c'est-à-dire sur notre avenir, sans faire de prospective sur l'énergie? Alors le dessous des cartes va consacrer 2 numéros aux questions pétrolières dans le monde et dans l'avenir. Cette synthèse, nous l'avons préparée avec des élèves de l'ENA, la promotion Copernic 2002 de l'École nationale d'administration, qui a justement travaillé cette année sur les questions énergétiques. Alors quelle est la dépendance des États par rapport au pétrole? Comment est fixé son prix? Quelles sont les alternatives? Cette semaine, nous allons envisager les déterminants et puis la semaine prochaine, la régulation. Le pétrole est une huile issue de la décomposition de substances végétales et animales emprisonnées dans une roche plus ou moins poreuse. On trouve des gisements de cette huile un peu partout dans le monde. Sur Terre, principalement en Amérique du Nord, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, en Russie et en Chine. Et puis en mer, dans le golfe Persique, la mer Caspienne, en mer du Nord et autour de l'océan Arctique, dans le golfe de Guinée, dans les Caraïbes, dans le golfe du Mexique et près des côtes du Brésil. C'est d'ailleurs en mer que la prospection pétrolière est la plus importante. On fore de plus en plus profond, jusqu'à 2000 mètres, et les zones les plus prometteuses sont le golfe du Mexique, les côtes du Brésil et le golfe de Guinée. Regardons maintenant les principaux pays producteurs. L'Arabie saoudite pour près de 13% de la production mondiale, les États-Unis environ 11%, la Russie 8%, l'Iran et le Mexique un peu plus de 5% chacun, le Venezuela, la Chine, la Norvège, l'Irak, le Royaume-Uni, les Émirats arabes unis entre 3 et 5% chacun. Le reste des pays producteurs dans le monde faisant donc moins de 2%. D'ailleurs, la carte nous montre bien que cette production est assez bien répartie de par le monde, mais si maintenant on se penche sur les réserves, on obtient une autre géographie. D'abord, il faut savoir que 66% des réserves mondiales sont au Moyen-Orient. Regardons dans le détail la carte de cette région, nos chiffres étant arrondis. 25% des réserves mondiales sont en Arabie saoudite, 11% en Irak, 9% aux Émirats, 9% au Koweït, 8,5% en Iran. Cette concentration des réserves de pétrole au Moyen-Orient va donner à cette région comme une haute priorité stratégique, car ces pays peuvent efficacement influer sur l'offre. On l'a vu lors des chocs pétroliers de 1973 et 1979, et l'on comprend mieux les mobiles de la guerre du Golfe en 1991 autour du Koweït. C'est-à-dire lorsqu'il y a eu intervention occidentale, ou plutôt arabo-occidentale, sous égide des Nations Unies, pour empêcher que les 9% des réserves de pétrole situées au Koweït ne passent sous contrôle de l'Irak, qui en détient déjà 11%. Mais ces réserves ne sont ni éternelles, ni stables. Elles bougent en fonction des explorations, de l'exploitation, des techniques de forage et de raffinage qui rentabilisent des pétroles plus lourds ou plus profonds. Et la question qu'on se pose régulièrement, c'est du pétrole, il y en a pour combien de temps? En principe, il n'y a pas de risque de pénurie avant 2030-2040, et il devrait même y avoir encore du pétrole, même lorsque nous n'en voudrons plus. Comme s'amusait à le dire l'ancien ministre du pétrole saoudien, Cheikh Yamani, l'âge de pierre n'a pas pris fin par manque de pierre. Bien, on a donc vu les réserves, la production. Quel est maintenant le lien entre l'offre et la demande? Entre 1950 et 1973, la consommation de pétrole a été multipliée par 6, puis par 1,25 entre 1973 et aujourd'hui. Et la consommation devrait rester soutenue les 30 prochaines années. Regardons justement un tableau du bilan énergétique mondial. On y voit que, en 1950, le charbon constitue 62% de l'énergie consommée, le pétrole 27%, le gaz 10%. En 1970, le pétrole devient la première source d'énergie au monde, avec 48% de la consommation mondiale, et les prévisions pour 2020 indiquent que le pétrole va se maintenir comme principale source d'énergie.
Alors, est-ce qu'on peut expliquer cette totale domination du pétrole comme source d'énergie? Regardons maintenant du côté des consommateurs. Les principaux pays consommateurs sont les pays de l'OCDE, avec en tête les États-Unis, les pays de l'Europe occidentale et le Japon. Le choc pétrolier de 1973 a provoqué une baisse de la consommation de pétrole pour ces pays, c'est-à-dire qu'on a moins besoin de pétrole pour les activités industrielles, tandis que le gaz et le nucléaire se sont substitués au pétrole pour la production d'électricité, notamment en France et au Japon. Alors aujourd'hui, on a deux chiffres intéressants à retenir. Dans les pays industrialisés, 5% du pétrole extrait annuellement est utilisé pour fabriquer de l'électricité, mais 54% est utilisé pour les transports. C'est donc bien dans les transports que réside la véritable dépendance énergétique par rapport au pétrole. Car en l'état actuel des techniques et de nos modes de vie, notamment la voiture individuelle, la consommation de pétrole n'est pas ou peu substituable. Et peu est fait pour promouvoir d'autres énergies ou d'autres modes de vie. Les autres pays consommateurs sont les pays en développement, notamment l'Inde, l'Asie du Sud-Est et surtout la Chine, qui pourrait consommer jusqu'à 20% du pétrole mondial d'ici 2030, contre 5% aujourd'hui. Alors la confirmation de cette tendance va donc dépendre du développement des transports et des choix politico-énergétiques qui en découlent. Regardons maintenant l'évolution des approvisionnements en pétrole. En 1973, le Moyen-Orient est le principal fournisseur des grands consommateurs que sont les États-Unis, l'Europe occidentale et le Japon. 30 ans plus tard, le flux Moyen-Orient-Asie s'est amplifié vers la Chine et l'Asie du Sud-Est, qui ont connu un important développement économique ces 2 dernières décennies. Le flux a légèrement diminué vers les États-Unis, qui s'approvisionnent plus en Afrique de l'Ouest et chez les voisins immédiats. L'Europe s'approvisionne aussi en Algérie, en Libye, en mer du Nord, c'est-à-dire en Norvège, en Russie et peut-être, à terme, en Azerbaïdjan. Le Japon, lui, reste très dépendant du Moyen-Orient, mais il s'est tourné vers l'Indonésie et la Malaisie et à terme vers la Sibérie et sans doute aussi au Timor oriental d'ici quelques années. Et enfin la Chine. Elle suit activement la voie de la diversification puisqu'elle a acheté des gisements au Kazakhstan et pourrait s'alimenter à terme en Sibérie. Alors cette diversification pourrait être de courte durée. D'abord parce que l'essentiel des réserves sont au Moyen-Orient, et puis parce qu'il y aura une évolution dans la géographie des grands pays consommateurs. La montée économique de l'Asie devrait modifier la demande en pétrole dans les prochaines décennies, avec peut-être l'apparition d'intérêts divergents entre pays OCDE et pays émergents. L'Union européenne, elle a plutôt tendance à jouer sur la demande pour assurer la sécurité d'approvisionnement de ses pays membres, alors que les États-Unis privilégient plutôt le développement de l'offre en autorisant notamment l'exploration pétrolière en Alaska dans des parcs nationaux protégés. Alors il y a beaucoup de mythes autour du pétrole. La fin du pétrole, annoncée dans les années 70 pour ce début du XXIe siècle, ou encore cette totale soumission des consommateurs face aux producteurs. Non, les réserves sont évolutives, tout comme la dépendance énergétique. Cette dépendance n'est pas un mal nécessaire, elle est liée à nos modèles économiques, au mode de vie que nous voulons avoir et que nous indiquons ou que nous n'indiquons pas à nos dirigeants économiques et politiques.